Commençons ce chapitre en définissant les deux termes clés qu'il implique. Tout d'abord, le travail concerne un ensemble de tâches qui permet la réalisation de biens et de services. A contrario, l'emploi est l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et déclarée. L'exercice de cette activité professionnelle contribue à définir la position sociale d'un individu. Par conséquent, s'il est tout à fait possible de travailler sans exercer un emploi, on peut penser à l'exercice d'une activité domestique ou encore l'exercice d'une activité bénévole. Concernant plus précisément le statut d'emploi, ce statut d'emploi désigne deux statuts particuliers. Le statut non salarié, celui des indépendants, qui concerne 10% des emplois et qui vise plus précisément les PCS 1 et 2, la PCS des agriculteurs exploitants et la PCS des artisans, commerçants et chefs d'entreprise. A contrario, du côté des salariés, on parle de salariés pour désigner les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à leur employeur. Ainsi, ce lien entre le salarié et son employeur implique une certaine subordination et ce lien offre une certaine protection aux salariés. En effet, dans la loi, le statut protecteur du salarié concerne par exemple les règles sur sa rémunération, comme le SMIC, les règles sur ses horaires, ou encore les règles sur la protection sociale qui protègent le salarié en cas de survenue de risques sociaux. Par opposition à ces notions de travail et d'emploi, il faut aussi savoir et connaître ce qu'englobe la notion de chômage. Pour bien comprendre cette notion de chômage, partons tout d'abord de la population en âge de travailler, celle des 15-64 ans. Ces 15-64 ans se divisent en deux catégories. Tout d'abord, les actifs, qui sont les personnes qui occupent un emploi, on parle alors d'actifs occupés, ou qui recherchent un emploi, on parle alors d'actifs inoccupés ou de chômeurs. Ce nombre de chômeurs fait l'objet de deux évaluations en fonction de l'organisme qui la réalise, soit Pôle emploi, soit le Bureau international du travail. A contrario, on trouve également au sein de la population en âge de travailler des inactifs, qui sont les personnes qui ne sont pas classées en emploi ou au chômage. On pense ici aux étudiants, aux stagiaires non rémunérés ou encore aux hommes et femmes au foyer. Néanmoins, aujourd'hui en France, de nombreuses évolutions ont totalement brouillé les frontières entre chômage, emploi et inactivité. On pense ici à l'émergence des emplois dits atypiques. Ces emplois qui dérogent à la norme des 30 glorieuses, durant lesquelles les salariés étaient en situation de CDI à 35 heures. Ainsi, en France, aujourd'hui, on constate qu'il existe de plus en plus d'emplois à durée limitée. On peut évoquer ici le cas des intérimaires, des CDD, des stagiaires ou encore des jeunes en apprentissage qui se retrouvent dans un statut précaire. Pourquoi? Eh bien, du fait de la faible durabilité de leurs relations d'emploi qui les lient à leur employeur. De la même façon, on peut évoquer aussi aujourd'hui en France la forte augmentation des temps partiels. Temps partiel qui plonge les salariés dans une situation de précarité du fait de la faiblesse des rémunérations qu'ils impliquent. Très souvent, ces personnes en temps partiel sont concernées par ce qu'on appelle en économie le sous-emploi. Ce sous-emploi désigne une situation dans laquelle des individus occupent un emploi mais souhaiteraient travailler davantage. Il en est ainsi de ce qu'on appelle les temps partiels subis ou encore de personnes qui ont signé un temps plein mais qui ont travaillé temporairement moins que d'habitude. Pourquoi? Eh bien, il peut s'agir d'intempéries qui ont freiné une activité
ou encore d'une situation de chômage technique, les salariés ayant dû travailler moins que d'habitude car la demande adressée à leur entreprise a fortement baissé. Parmi ces emplois atypiques qui ont totalement brouillé la frontière entre le chômage et l'emploi, on trouve enfin le statut d'auto-entrepreneur. Ce statut d'auto-entrepreneur place les individus à mi-chemin entre le statut de salarié et le statut d'indépendant. Les entreprises font de ces individus des fournisseurs et les sollicitent fortement lorsque la demande est élevée. Elles utilisent ainsi la stratégie dite de flexibilité, ce qui place les individus dans une certaine précarité, la demande qui leur est adressée variant de facto en fonction de la demande adressée à l'entreprise. De la même façon, ces individus ne sont pas protégés par le statut de salarié et les entreprises qui leur demandent, par exemple des services, ne sont pas contraintes par le statut salarié en termes de rémunération, d'horaire ou encore de protection sociale et bien évidemment le versement, par exemple, des fameuses cotisations sociales. Enfin, c'est également la frontière entre le chômage et l'inactivité qui est aujourd'hui brouillée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes souhaiteraient occuper un emploi, mais sont placées dans la catégorie des inactifs, et non pas des actifs inoccupés, qui désigne la catégorie statistique des chômeurs. Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons à cela, notamment parce que ces personnes, parfois, ne recherchent pas activement un emploi. Elles sont par exemple découragées et sortent de facto de la catégorie des chômeurs. Deuxième raison, eh bien, c'est également le fait que ces personnes, parfois, ne sont pas disponibles dans les 2 semaines, comme l'exige la catégorie des chômeurs élaborée par le Bureau international du travail. On peut penser ici, par exemple, aux personnes en études, en situation de grossesse ou encore de maladie. Toutes ces évolutions nous amènent à nous poser une question. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un emploi de qualité? Eh bien, il y a différents éléments qui peuvent peser sur l'évaluation de la qualité de l'emploi. Tout d'abord, des critères d'ordre matériel. On peut penser ici, et c'est bien logique, au niveau de salaire, mais également à la sécurité économique qu'offre un emploi. Cette sécurité économique, eh bien, elle désigne la probabilité de connaître le chômage du fait de l'emploi qu'on occupe, mais également, par exemple, la couverture en termes de prestations chômage si je venais à perdre mon emploi. À côté de ces critères d'ordre matériel, on trouve également d'autres critères, comme le potentiel de formation. Or, on sait bien, par exemple, que les moins de 30 ans, ou encore les cadres, les ingénieurs, profitent de bien plus de formation que les ouvriers et les employés non qualifiés. Ce qui est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que cela va jouer sur un autre critère de qualité de l'emploi, celui de l'horizon de carrière. L'horizon de carrière désigne tout simplement les perspectives d'évolution à moyen et long terme de la personne. Par exemple, la personne peut pouvoir changer en termes de contenu de métier, changer en termes de contenu de poste, ou encore profiter d'améliorations en termes de qualification et de rémunération à l'avenir. Enfin, terminons par deux critères, celui des conditions de travail qui désigne l'environnement dans lequel l'individu travaille, mais également la façon dont il ressent son environnement de travail. On peut penser par exemple au caractère répétitif des tâches qui peut nuire à l'individu, mais également à la pénibilité, pénibilité physique et mentale, ou encore aux contraintes, contraintes liées à la hiérarchie, ou encore à l'évolution de la demande adressée aux entreprises. Ces conditions de travail sont également intrinsèquement liées à un dernier critère,
celui de la variété des tâches auxquelles est confronté le salarié. Or, on sait bien que les ouvriers répètent beaucoup plus des gestes à cadence élevée que les cadres, et ce, depuis le début du XXe siècle et l'avènement du Fordisme, qui fut totalement fondamental en termes d'organisation du travail, comme nous le verrons dans une deuxième partie.